Sally Mae, Lord, you know you ain't treating it right. Sally Mae, Lord, you know you ain't treating it right. You still all night long, Lord, you know you ain't treating it right. Bonjour, vous êtes toujours sur FPP 106.3. Heureux de vous retrouver pour cette 312e édition de l'émission littéraire, mais néanmoins décontractée, Le Lire et le Dire. Au micro, Jean-Claude Caillette. À mes côtés, le poète de l'émission, Éric Dubois. Bonjour Éric. Bonjour les Azous. Tu nous rappelles ton dernier opuscule de poésie ? Mais qui lira le dernier poème chez Publi.net? Bon, et tu sais toujours pas qui c'est ? Le dernier poème? Le dernier poète qui est le dernier Je lecteur. ne pense pas être le dernier poète. Bon. Je l'espère en tout cas. D'accord. Alors aujourd'hui, l'édition est consacrée à une maison d'édition numérique, La Matière Noire. Éric est d'ailleurs l'initiateur de cette émission. Comment as-tu connu la maison d'édition La Matière Noire ? Je suis un féru d'édition numérique. Moi-même, je suis auteur chez un éditeur numérique qui s'appelle Publi.net, qui a été créé en 2008 par François Bon. Et moi, je télécharge et je lis souvent des livres numériques. Bon. Alors la définition de l'édition numérique, c'est... L'édition numérique, c'est des livres numériques en format PDF ou EPUB. Et puis aussi, on peut les lire aussi en format streaming, qu'on lit sur ordinateur, qu'on lit sur tablette, qu'on lit sur liseuse et sur smartphone. Bon, d'accord. Voilà. Et pour le moment, le marché est de... Le marché, il est à 0% à peu près. Non, Il est à 2%. non. Ouais, 2%, 2-3%. On est beaucoup en retard par rapport aux États-Unis. Par rapport au CAC 40, etc., je pense qu'on doit être à 2-3% de progression à 6-10% par an, quoi, à peu près. Alors pour en parler, nous avons deux invités, deux auteurs de chez La Matière Noire. Andy Vérol. Enchanté, bonjour. Bonjour. Alors Andy, jusqu'en septembre 2013, puisque maintenant c'est Lionel Oussam, c'est ça ? Oussam. Voilà. Oussam. Andy Vérol est mort et, Voilà, et c'est Lionel Oussam. a pris la main. Alors on va Sur parler moi. quand même d'Andy Vérol jusqu'à présent, puisque c'est sous ce nom que tu as édité les livres dont on va parler. Les derniers cow-boys français et puis La Seconde Chance. C'est Voilà, ça ? les deux titres chez La Matière Noire qui sont sortis en juin et en septembre 2013. 2013. Et notre second invité, Un poète. Guénolé Boileau, poète, auteur entre autres d'un recueil de poèmes, donc Analytique du rigolo, toujours à La Matière Noire. Bonjour Guénolé. Bonjour. Analytique du rigolo, pourquoi ? Je fais ce recueil de poèmes quand j'étais en licence de philosophie et j'étudiais Analytique du sublime de Kant. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une analytique du rigolo, ce serait moins chiant. D'accord. Bon. Alors, comme d'habitude, quelques aphorismes ou citations, voilà, sans aucun rapport avec les livres dont on va parler maintenant. Le premier, ce qui m'ennuie dans l'éternel féminin, c'est surtout l'éternel. Voilà. Oh, c'est sympa ça. Il y a des femmes dont la beauté intérieure n'a manifestement pas trouvé la sortie. C'est dur, hein. C'est dur. C'est de qui ça Bon. c'est- Toujours Grégoire Lacroix. Ah. Et après Lamarck, tout le monde sait que la fonction crée l'organe. Dans certaines circonstances, la fonction crée l'orgasme. Voilà. Et ça, Et- c'est qui? Ça, c'est de moi. Ah, d'accord. ok. Et Ah, sans bah voilà. transition, nous allons faire les présentations. Et on commence par le Benjamin et le poète, 27 ans. 26 en fait. 26. Bon, d'accord. Généralement, on ajoute toujours un an parce que mes informations datent d'il y a un an. Mais D'accord, là, ouais. c'est le contraire. Quelques mots concernant votre expression poétique. Concernant ce bouquin en particulier ou en général? Oui, ce livre-là, l'analytique du rigolo. puisqu'on ouais. parle de celui-là, oui. C'est très mal d'écrire mon expression poétique, mais j'ai eu un nouveau commentaire Amazon ce matin qui savait beaucoup mieux le décrire que moi. Et il disait que j'écrivais avec une fausse désinvolture. Pas C'est moi qui l'ai. C'est Ah ouais moi qui. C'est pas mal. moi, Bon, c'est- je voulais D'accord. poser la question. Voilà. Non, parce que j'ai lu le bouquin et Ok. j'ai mis un commentaire sur Ok. Amazon. Voilà. Bon. Ouais, Et- je trouve que c'est pas mal, ça décrit bien. Sa poésie, c'est une poésie qui pense en fait. On voit qu'il y a les origines philosophiques en fait de ta poésie. On voit Oui, que oui, dans ce recueil, carrément. Voilà. Et c'est une poésie qui pense, c'est une poésie qui réfléchit. C'est pas simplement des images juxtaposées en fait, les unes à côté des autres. C'est une pensée qui réfléchit. C'est une poésie qui réfléchit. C'est une poésie philosophique un peu. Philosophique, métaphysique, c'est ce que j'ai dû mettre dans le commentaire. Il y avait, ouais, il y Il y avait... a une fausse désinvolture, oui, il y a une fausse désinvolture. Il y a une sorte d'élégance un peu du désespoir, une sorte de...
Enfin bon, c'est peut-être un peu trop fort ce que je dis, je sais pas. Élégance du désespoir, peut-être. En Ouais, fait, rétrospectivement, je me suis dit que ça parlait d'une certaine idée de la maturation et que j'essayais de trouver quelque chose, une réponse. Que tu essayais, mais tu n'y es pas parvenu. Ouais, mais on pose des questions, on donne pas des réponses, quoi. C'est une poésie qui pose des questions, voilà. En fait, dans ce bouquin, il y avait quelques strophes, donc j'étais assez fier. Je me suis dit, ça, j'ai vraiment bien fait. Rire, résidu ensanglanté d'instinct et de vide, proclamé d'un hurlement. C'est pourquoi mon cerveau glisse à n'en plus finir, et je suis odieux. Je penche pour engluer ce qui naît, alors même que, sans son, tout résonne à mes oreilles. Andy Vérol, agitateur, provocateur, insoumis, nihiliste, écrivain à la mauvaise réputation, spécialiste de la musique non conventionnelle, musique industrielle également, musique expérimentale. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est des choses que j'ai lues sur toi. Qu'est-ce que... Tout est faux. Tout est faux. Voilà. Bon, d'accord, Écrivain mais hirsute. mais c'est très bien, c'est Non. très bien. Alors, Non, mais tout ça, c'est des définitions. Moi, je travaille pas comme ça. Hein. C'est pas mon. Comme je le dis souvent, moi, je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. Donc ça provoque des choses chez les gens, mais pour Oui, moi, beaucoup de choses même. ça ne provoque rien du tout de particulier que de dire ce que je pense, sans objectif particulier, nihiliste, ouais, il y a un peu de ça. Mais quand est-ce que même. tu pousses pas un peu le bouchon un peu loin par moment quand tu dis des choses? Est-ce que c'est pas... oui, provocateur. Oui, c'est un quand peu même, provocateur quand même, parce que tu dis ce que tu as à dire, mais peut-être que la manière que tu as de le dire qui est un peu... parce que tu as provoqué carrément des tollés sur le net. Tu as même un site dans les années 2000 qui s'appelait Hirsute qui a été interdit, enfin qui a été supprimé par les hébergeurs. Plusieurs fois, ouais. Ouais. Mais j'ai eu des comptes supprimés Et à gogo. par contre, hein. beaucoup de visites. Hein. Ah oui, forcément. À gogo, ouais, Ouais. énormément. Maintenant, c'est plus calme, hein, puisque j'alimente plus de blogs particulièrement depuis quelques mois. Mais ouais, non, je mettais à peu près tout ce qui me sortait par la tête. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas pour Guénolé ce qu'est sa façon de travailler. En ce qui me concerne, je me mets en état de semi-trance. Oui, pas le c'est poirier, pas avec le cannabis. Mais... Non, évidemment. Non, c'est moi, une c'est trans- avec c'est l'héroïne une trans- directement. Hein. C'est une transe littéraire, d'accord. Non, mais sans rien du tout. Il n'y a pas nécessité à prendre quoi que ce soit pour être dans cet état. Mais ça, c'est l'état même de tous ceux qui écrivent. Hein. Je sais pas, Ouais. voilà pour toi, mais pour moi, ça fonctionne exactement Tu es comme peut-être ça. peut-être un surréaliste du XXIe siècle, non? Bah, je suis inspiré comme tout le monde, hein, mais moi, je suis inspiré par les mecs qui débloquent en général. Hein. C'est pas un secret. Hein. Des C'est gens pas- comme Artaud, Crevel, etc. Bah voilà, Ouais. toutes ces personnes-là. Après, je Ouais. dis pas que je vais les lire tous les jours. Maintenant, j'aime aussi des classiques, mais quand quelqu'un se lâche, pour moi, l'essentiel, c'est en plus d'une histoire, un scénario ou quoi que ce soit, c'est le style. Hein. Le style, il doit être le sien. Et forcément, en écoutant certaines musiques que j'aime, hein, je me force pas à les écouter, mais forcément, ça impulse un certain rythme dans l'écriture. Ensuite, il faut pas se limiter à un écrivain qui commence à... Enfin, après, ça existe, hein, il faut de tout pour faire un monde. Moi, me concernant, je fais à peu près tout ce que je veux, que ça plaise ou non. Alors forcément, il y a des thèmes provocateurs, moi, je trouve pas. C'est-à-dire que j'ai fait un buzz gigantesque avec un texte un peu polémique sur les gens qui manifestaient pour leur retraite, en expliquant que c'était la vieillocratie qui était là et qui tenait à ses privilèges, etc., sans en avoir rien à foutre, hein, pour être clair, des jeunes. C'est pas de la provocation, c'est une réalité comme je l'aperçois. Après, c'est peut-être faux. Hein. C'est sûrement faux d'ailleurs. Tout ce que je dis est faux, mais c'est ça qui est important. C'est ambivalent, tout ce que tu dis est ambivalent. Ouais, en fait, je pars du principe que quand je faisais des fanzines dans les années 90, il y avait un exercice qu'on faisait avec les collègues de fanzines, c'est qu'on prenait le contre-pied de ce qu'on pensait d'un album, par exemple. Voilà, on écoutait un album, on l'adore, et on écrivait exactement l'inverse. Et donc on savatait des albums adorés. Hein. Tout ça, c'est une question de style et c'est une question de choix aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, comme je dis souvent, tout est vrai et tout est faux. On prend ce qu'on veut, dans tous les propos de chacun, c'est comme ça. C'est tout. Donc après la provocation, nihiliste, tout le monde l'est un petit peu. Hein. On finit toujours au même endroit, donc c'est pas très important tout ça, quoi. Hein. Alors, tu as travaillé à la radio, dans différents, justement, magazines, et tu t'occupes beaucoup de musique. J'ai fait, à une époque, je faisais journaliste musical. Bon, comme ça, hein,
Tu donnes des titres de magazines Ouais, je faisais les fanzines plutôt et magazines. Voilà. Furia essentiellement. J'ai écrit un article aussi dans Chronic Art, mais c'est pas sur la musique. Ouais. C'était sur Xavier Dupont de Ligonnès, donc au niveau industriel, musique industrielle, c'est un autre style. Mais, et puis auparavant, j'ai écrit dans des fanzines Interlope que j'ai créé, que tu dois connaître. La mort qui trompe. Le Mort qui trompe, c'était un site, en fait, un éditeur qui était. C'est le premier qui m'a édité avant les cow-boys, avant toute chose. J'ai sollicité un certain nombre de personnes qui avaient l'esprit un peu libre. Donc le Mort qui trompe, c'était très bien. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais et il faisait une revue qui s'appelait Carbone, qui était très très bien. Et aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas, c'était pour moi une grande période, un point de départ important. Et on t'a demandé à un moment donné d'écrire la biographie de Bertrand Cantat. Ouais, Patrick Eudeline, ouais. Tu l'as fait d'ailleurs. Tu l'as fait, bien sûr. Et une biographie de Manu Chao. Ça, les deux sont des commandes. Hein. Manu Chao, je la regrette un peu. Parce que, bon, en écrivant le personnage, ça là, je peux le dire, hein, mais vas-y. En écrivant ce personnage pseudo-libertaire, j'ai découvert plein de choses, parce qu'une biographie, c'est avant tout beaucoup de travail en amont et ensuite l'écriture. Oui, les parties obscures du personnage, ouais. Ouais, on dit obscur, mais en fait, ça se voit, c'est gros comme une maison. Transparente, ouais. Et au final, j'ai dû, sous la pression, on va dire, de la maison de disques, sans le dire, elle ne m'a pas mis de pression, elle m'a pas téléphoné, mais je savais que derrière, si je disais un mot de travers, il y avait avocat. Ah oui, il y avait une forme de censure. Ouais, bien sûr. Et mon éditeur à l'époque aussi, en ayant un peu les jetons et pas les moyens de subvenir à ses besoins pour un procès, on a fait des coupes sombres dans la version. Donc pour moi, ça m'a pas. Pour ce qui est de la version aussi Noir Désir, ça c'est Patrick Eudeline chez Scali. Scali, je l'ai écrit, qui m'a arnaqué grosso modo de tous mes droits. Ah oui, d'accord. Et c'était pas de l'ordre de quelques dizaines d'euros, c'était des milliers d'euros. Ah donc, oui, d'accord. Donc je l'ai écrit, je le dis haut et fort. Oui, voilà. Vas-y. Enfin, je le disais à l'époque, il s'en fout maintenant. Scali, il travaille dans d'autres maisons d'édition. Voilà. Mais sinon, c'était un exercice qui m'a permis de me faire connaître. C'était un exercice pour m'amuser au départ, et puis finalement, c'était pas drôle. On revient à Guenel-les-Boileaux. Guenel, tu as fait un cursus universitaire de philosophie, c'est ça ? Ouais, exact. Ouais. En fait, ça a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue. J'ai commencé à faire une première année de lettres modernes, un petit peu abandonnée après le bac. Puis en fait, c'est vraiment super con, mais j'avais des meilleures notes en philosophie en mineur qu'en lettres modernes. Donc j'ai continué la philosophie. Ça risque de décevoir un peu, mais au début, il n'y avait pas vraiment de grandes ambitions. C'était plus un truc de branleur qu'autre chose, quoi. C'était là où je pouvais réussir en travaillant de moins. Non. Ouais. Oh, il y en a pas mal qui font des études comme ça. Il y en a beaucoup qui font comme ça, mais bon. Puis après, au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que ça m'a... Si je pouvais réfléchir à comment ça a influencé mon écriture, je dirais paradoxalement que ça a un petit peu dévalué mon écriture, puisque la philosophie, comment dire, dans toute écriture, je pense qu'il y a un axe narratif que la philosophie perd complètement en prenant tout de haut et en essayant de synthétiser le truc, quoi. Mais ça m'a permis de mieux comprendre des choses et de m'exprimer plus simplement. Et je pense que le style, comme vous en parliez, c'est avant tout s'exprimer sincèrement et simplement. Il y a un axe narratif dans la poésie, tu penses ? Ah oui, carrément, oui. Moi, je pensais plutôt qu'il y avait un axe narratif dans la poésie quand c'est une fable. Bah, par exemple, si on était dans le truc... Vas-y. Un poème avec un axe narratif, c'est... Dans la nuit, une rue pour voir ce qu'il y a. Je vois quelque chose courir. Et moi, comme un con, je me crois. Tout ça m'a échappé, tout ça sonne faux. Je pense qu'il faut voir à côté des choses, là où elles ont laissé leur empreinte, et ne jamais les finir. Ne jamais vouloir finir ce qu'on a commencé, c'est toujours trop tard. Et pourtant avancer. Il ne faut plus pleurer, pas forcément être courageux. Ne pas chercher le milieu, car même le milieu va de l'avant. Se situer au-delà de tout, de moi, il faut s'échapper et fuir. Rester à l'intérieur, s'échapper encore, le cri soigneusement enfermé dans la bouche, jusqu'à épuisement. Et je pourrais dire, j'ai réussi à ne pas crier alors qu'il le fallait. Pousser sa fierté jusqu'à s'abstenir de hurlements dans chaque torture imaginée. Ne pas abandonner les choses qui nous retiennent, mais les détruire tout en les laissant survivre en nous. Vouloir à tout prix, mais trop tard, et vouloir sans bruit pour que ces fantômes ne me retiennent pas. Vouloir sans bruit pour que les fantômes qui me poussent à écrire ne s'aperçoivent de rien. C'est comme ça, je pense, que je pourrais.
Oui, c'est vrai Bon. que ta poésie Juste pour donner est un subjective. Elle est subjective et que tu es à contre-courant de ce qui se fait dans la poésie contemporaine. Parce que dans la poésie contemporaine, on bannit le moi envahissant le je. On ne veut pas de moi, de je, etc. Tu vois ce que je veux dire, d'atermoiement Ouais. du je. Et là, tu es à contre-courant en fait de la poésie contemporaine. Mais comme disait Monsieur Vérol, tout est vrai et tout est faux en même temps, quoi. Hmm. Je veux dire, subjectif, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Non, mais tu emploies. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu te mets pratiquement en scène dans ta poésie. Enfin, Ouais. c'est peut-être un moi. Je sais pas si c'est ton moi véritable ou un avatar, mais on a l'impression que tu te mets en scène, quoi. Ouais, mais pour ce qui est... C'est un risque que tu prends parce que dans la poésie contemporaine, on évite ce genre de choses. Enfin, moi personnellement, je suis un peu je suis un peu à peu près ta trajectoire, mais bon, je risque le jeu aussi. C'est con à dire, mais je connais pas beaucoup la poésie contemporaine. Ah, d'accord. C'est ton expression et tu t'occupes pas des environnements, des courants. Si, maintenant je commence à connaître parce que je me dis, bon, faut pas que je reste comme un connard dans mon coin. Voilà, quoi. Et j'ai été élevé au poème d'Edgar Poe, quoi. Au romantisme, en fait. Ouais. J'ai essayé de m'en dégager un petit peu parce que à la fin, faut sortir, quoi. C'est encombrant, ouais. Mais bon. Ouais, d'accord. Vous êtes toujours sur FPP 106.3, vous écoutez l'émission littéraire Le Lire et le Dire. Aujourd'hui, nous recevons Guénolé Boileau, auteur, poète, auteur du Spicilège analytique du rigolo, et Andy Vérol, écrivain, auteur de Les derniers cow-boys français et d'un recueil de nouvelles Seconde Chance. Le tout édité aux éditions numériques La Matière Noire. Alors on va parler de La Matière Noire qui nous envoyait un texte de présentation. En 2012, à son retour d'Écosse, un certain Victorien s'est lancé dans l'aventure de l'édition numérique. Alors il dit que la poésie et la littérature en général est une passion que j'ai toujours souhaité faire partager, mais c'est tellement difficile d'être présent physiquement en librairie que spontanément, l'édition numérique m'est apparue comme le meilleur moyen de mener à bout ce projet. Bah oui, ça évite les intermédiaires, le stock papier, l'imprimeur, etc. quoi. L'édition numérique, c'est ça en fait. On fait l'économie du stock papier, donc d'un entrepôt pour stocker les livres, et puis on fait aussi l'économie de l'imprimeur et puis du distributeur, quoi. Alors il y a 4 collections actuellement. La première dédiée au récit noir, rock, trash. Une deuxième qui s'appelle Champ des possibles, qui est destinée à la science-fiction, au fantastique. Et une troisième aux inclassables. Andy, tu es dans quelle catégorie ? Non, je suis dans trash, noir, quelque chose comme ça, je pense. D'accord. Ouais. Bon. Et en préparation, une collection vers des lecteurs anglophones. C'est en train de se faire actuellement. Il faut quand même dire quelque chose à propos de La Matière Noire, c'est qu'il propose les livres en format EPUB, mais sans DRM, c'est-à-dire sans verrouillage numérique. Voilà, exactement. Voilà. Et ça, c'est important, ça. Sans système de protection des fichiers, c'est-à-dire qu'on peut lire sur n'importe quel support sans passer par je ne sais quel logiciel, par les livres numériques de La Matière Noire, quoi. Alors la diffusion s'effectue vers le distributeur immatériel sur le net tout simplement. Non, sur le site Immatériel. Immatériel.fr est un distributeur de livres numériques. Ah pardon, Voilà. pardon. D'accord, Oui, d'accord. oui, Oui, effectivement. Oui. Et puis, via le propre site de l'éditeur, la maison recense actuellement 2848 téléchargements, dont 130 achats, et pour la meilleure vente, donc c'est Seconde Chance d'Andy Vérol. Les livres gratuits servant de produits d'appel. Ça se vend, tu me dis si je me trompe, mais ça se vend sur immatériel, mais sur plus qu'immatériel, quoi. Amazon, immatériel, c'est le diffuseur. Ensuite, il y a la distribution sur... Immatériel, c'est le diffuseur, mais évidemment, on peut lire les livres de La Matière Noire sur Amazon.fr avec un Kindle, un liseuse Kindle ou une tablette. On peut lire d'autres sites, en fait. La Fnac. Je pense qu'on peut lire La Matière Noire sur un iPad. Oui, passant par absolument, iTunes, on peut lire aussi, je pense aussi à la Fnac. Oui, Fnac aussi, Fnac avec Kobo, oui, bien sûr. Il y a plus d'une cinquantaine de libraires en ligne pour la diffusion. Mais c'est le centralisateur, c'est immatériel. Voilà, ensuite, eux ont sans doute des contrats, je ne sais pas comment ils fonctionnent, avec Amazon, Fnac, Kobo et c'est pareil pour autres. Publi.net, ils ont eu matériel aussi. D'accord. Alors, on parle des derniers cow-boys français. Le pitch. Le pitch, un type... Un jeune policier. Un jeune policier, flic, qui est devenu flic comme beaucoup d'entre eux par idéal paternel. Je ne sais pas
trop. Enfin, en tout cas, il imite au départ son père. Hein, il estime la profession et bon, il se rend compte sur le terrain que ça n'a absolument rien à voir. Parallèlement, il a une vie conjugale un peu particulière puisqu'il est avec une femme qui aime badifoler un petit peu partout et qui lui raconte toutes ses parties de jambes en l'air. Bon, lui, évidemment, ça lui prend la tête. Hein. Tout s'effondre et jusqu'au jour. Justine s'en va. Et Justine s'en va et se retrouve seule sur sa barque qui est un lit, en fait, au milieu d'une pièce vide. Et décide un jour d'aller rejoindre un gourou. Il devient homosexuel et travesti ou ce que j'ai compris, c'est qu'il est traumatisé par le départ de Justine et qu'il veut devenir Justine. Voilà. Et il devient Il travesti s'habille. et homosexuel. On frise, on rentre dans un monde sans frontières. Il n'y a pas de frontières sexuées. C'est très sexuel, mais c'est pas... comment dire, hétérosexuel ou homosexuel ou bisexuel, c'est comme ça vient. Voilà. En l'occurrence, il y a un mélange un petit peu de tout ça, hein, puisqu'il part ensuite en voyage, entre guillemets, en voyage vers l'enfer. À Beauvais À Beauvais, ouais. Bonjour les Beauvaisiens. Bonjour à tous. Hein, et en l'occurrence, c'est une expérience qui est assez extrême. Oui, effectivement. Oui, c'est extrême, oui. Moi, je dirais que c'est une écriture libre, brute, de décoffrage. hachée. Alors, quand je dis sans recherche de style, ça veut dire que ça devient un style. Tu parlais tout à l'heure d'être en état de transe. Voilà, c'est en état de transe et ça sort. J'écris avec la viande, hein, comme je dis, et les nerfs. Ouais, donc ça part comme ça et je ne mets aucune limite. C'est-à-dire que, je pense que pour tout écrivain, je parle pour tous les écrivains de la planète, il est important de se lâcher. En l'occurrence, ce personnage-là, le roman, je l'ai écrit en 6-8 mois, hein, donc c'est plein de petits morceaux. Après, j'ai fait de la couture avec tout ça, ça fait un roman, hein, mais d'où l'écriture un peu hachée. Mais il y a eu tout un travail pour créer un fil à cette histoire. Un fil narratif. Un fil narratif qui est un travail a posteriori chez moi, puisqu'au départ, j'écris par impulsion, voire pulsion. Et par la suite, je fais tout le travail pour qu'un éditeur se dise ça fait un livre, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et Seconde Chance, c'est peut-être le petit frère des derniers cow-boys français, parce qu'il y a des choses analogues, en fait. On retrouve des choses semblables, en fait. En fait, je suis comme beaucoup de gens, j'écris qu'une seule histoire en plein de livres. Hein, donc l'histoire est toujours grosso modo la même. Hein. Maintenant, c'est vrai que j'écris un cycle aussi en ce moment qui parle là-dessus. Dans Seconde Chance, c'est l'histoire d'un type qui vit une vie tout à fait banale. Pareil. Et qui du jour au lendemain se passe les réseaux sociaux, il se met en contact avec une sorte de DJ, d'artiste un peu bizarre, maudit, je sais pas quoi, et il se fait passer pour une femme. Pour une jeune femme. Ouais. Une jeune femme, une adolescente en fait. Qui le chauffe. Voilà. Qui le chauffe et qui emploie un langage d'adolescente de notre époque, quoi. Qui y va, ouais. Voilà. Qui chauffe, quoi. À fond. Qui chauffe à fond. Et puis, bon, la fin est tragique, hein, mais bon, je n'irai pas plus loin. Mais c'est vraiment tragique, la fin. Guénelé, tu nous chauffes avec tes poèmes ? C'est cela mon travail, expliquer le hasard de ma naissance, qui coïncide, j'en suis sûr, avec le hasard de la naissance du monde. Je ne suis que Dieu pour expliquer Dieu, et je ne prends pas la peine de m'en expliquer. Il y a une version illustrée qui va sortir fin février, début mars, de l'Analytique du rigolo, qui est illustrée par un artiste franco-belge qui fait de la BD et des grandes peintures. Si je définissais ton style, c'est un petit peu de la religion grotesque, sous de la gueule de la religion. Et ça allait bien avec ça, puisqu'il y a un petit côté comme ça dans l'Analytique du rigolo. Et ça va être aussi lu et mis en paysage sonore par un ingé son et un acteur, metteur en scène et directeur de théâtre. Je ne te comprends pas, tu iras gueuler que tu n'as plus de dents pour satisfaire tes envies de meurtre. Tu iras dire que les poules sont mortes à l'entrée de la terre par peur de les rencontrer. Tu ne te comprends pas, et tu iras le dire plein de rage et de mensonges, outré d'avoir pu vivre jusque-là, sans pouvoir dire que tu la faisais pleurer.
Merci. Bien. C'était Guénolé Boyo. Voilà, absolument. Le site de La Matière Noire, www.lamatièrenoire.net. Aux deux auteurs qui sont là, quelle est la question à laquelle vous auriez répondu volontiers et que l'on ne vous a pas posée? Vous ne repartiez pas en disant, tiens, j'aurais bien voulu parler de ça, mais il ne m'a pas posé la question. Un regret, un remords, un regret. C'est con, mais je suis pas fan de lire mes propres poèmes, quoi. Je pense que ça doit être un truc qui doit être réservé aux comédiens, quoi. Parce que j'ai pas de métier, quoi. Pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai entendu des poètes ou des slammeurs qui sont très bons, quoi. Ouais. Les comédiens, des fois, peuvent dénaturer la poésie en étant trop comédien, justement, avec les tics du comédien, et voilà, enfin bon... Ouais, je comprends. Il y a une authenticité du poète quand il lit ses textes. Il y en a qui sont très bons, les poètes, dans leur lecture. Et il y a une authenticité, parfois les comédiens dénaturent et ils vont un peu fort, quoi. D'accord. Bon. Andy? Moi, pour la question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est pourquoi les éditeurs papier, les gros éditeurs papier font obstruction à l'édition numérique en maintenant des tarifs au numérique exorbitants et prohibitifs, afin de casser ce marché ou en tout cas de résister vainement. Moi, je vais donner une réponse à cause du livre de poche. Ouais, je sais. Mais donc pour moi, aujourd'hui, c'est pas un combat particulier, l'édition numérique. C'est un support supplémentaire pour diffuser l'écriture, la lecture. Ça n'est pas l'ennemi du livre papier. Voilà. Et ça permet surtout une chose, je vais parler de La Matière Noire, ça permet à des auteurs d'écrire librement, beaucoup plus librement. Ça n'entre pas dans un processus d'édition qui est un processus de relecture. Il y a des comités de lecture aussi. Il y a tout ça. Bien sûr. Mais ce qui est très important, pour moi, ça me fait penser à la même chose que l'effervescence littéraire des années 50 avec des revues, des feuilletons dans les journaux, etc. On retrouve ça dans le numérique. Allez y faire un tour. Je vais prêcher pour ma paroisse, pour La Matière Noire, puisque je ne parle pas que pour mes titres, mais aussi pour tous les auteurs, parce que je ne suis pas allé chez la Matière. Je choisis mes éditeurs, c'est pas l'inverse. Et en l'occurrence, La Matière Noire fait un travail d'éditeur, de vrai éditeur, avec le travail de correction qui s'impose, de discussion, de débat éventuellement, et par la suite, un travail de suivi, de promotion, même si c'est petit éditeur, et derrière, qui aime ses auteurs. Ça, c'est très important. On n'est pas anonyme, on ne fait pas partie d'une écurie, on n'est pas des chevaux, et encore moins des chevaux castrés. Voilà, Andy a fait la question et les réponses. Nous recevions Guénolé Boileau, poète, auteur du Spicilège analytique du rigolo. Et oui, c'est un mot qui existe. Bon, c'est voilà, pas. Oui, c'est un recueil. Allez, voilà. On va dire recueil. Et Andy Vérol, écrivain, auteur de Les derniers cow-boys français et d'un recueil de nouvelles, Seconde Chance, le tout édité aux éditions numériques La Matière Noire. Merci Guénolé. Merci. Merci Andy. Merci. Merci Eric. Et merci à Julien, responsable de La Matière Noire. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Au revoir. You're to change in your younger days. Yeah. Sally Mae. You ought to change your ways in your younger days. You're to change now, Sally Mae. Change in your younger days.